Bonjour tout le monde, bienvenue à ce dîner causerie, à ce beau midi de vendredi. La fin de semaine commence à se pointer à l'horizon et je suis vraiment content d'être avec vous pour cet événement. Donc, c'est dîner causerie présenté par les réseaux des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal en collaboration avec la Faculté de l'aménagement. Je vous sais très nombreux, je sais que vous êtes vraiment plusieurs, beaucoup, vous êtes intéressés à notre sujet d'aujourd'hui, qui est celui, ni plus ni moins que du patrimoine. Donc, je m'appelle Juan Torres, je suis professeur titulaire à l'École d'urbanisme et d'architecture des paysages à l'Université de Montréal. Et donc, j'aurai la chance, le privilège d'animer notre discussion de ce midi, nos échanges. On va donc amorcer notre échange ce midi sur les questions de patrimoine, un sujet qui s'impose non seulement par l'actualité des dernières années, mois, journées également, un sujet qui s'impose également parce qu'il nous fait réfléchir, il permet d'alimenter notre réflexion sur ce qui est construire des milieux de vie plus durables, des meilleurs milieux de vie pour nous tous. Et on peut se poser plusieurs questions en préparant justement cette causerie. On a voulu aborder d'abord le sujet justement de la définition du patrimoine. Qu'est-ce qui est patrimoine? Comment on peut le définir, le délimiter aujourd'hui? Quelles sont, disons, nos obligations, mais non seulement nos obligations, aussi nos privilèges face à ces patrimoines. Ce n'est pas pour rien que dans le titre de la causerie, on a voulu utiliser le terme richesse, richesse partagée. Donc, quels sont ces devoirs et ces privilèges que nous avons face au patrimoine, puis quels sont les rôles que nous pouvons jouer, que ce soit comme professionnel de l'aménagement ou citoyen ou peu importe notre domaine de pratique, notre formation, notre rôle dans la communauté. Donc, voilà les thèmes sur lesquels nous convions à réfléchir avec nous, puis à participer à notre causerie. Elle va être divisée en deux parties. Pendant la première, nous aurons, j'espère, trois rondes d'échanges avec nos invités et que je vous présenterai à l'instant. Puis par la suite, une partie de questions-réponses, donc un échange questions-réponses. Je vous invite également à repérer le bouton questions et réponses dans votre écran, puis de vous manifester, d'écrire vos questions déjà pour que l'INSEE puisse nous les repérer, les regrouper, puis nous les transmettre plus tard dans la séance. Vraiment, vraiment content d'être ici avec trois personnes que vous allez voir par leur éclairage vont nous aider vraiment à avoir l'esprit éclaté et rempli d'idées pour le restant de la journée, de la semaine, bref, pour la suite. D'abord, je commence par ma chère collègue Claudine Déhomme, avec qui j'ai le privilège d'enseigner depuis quelques années. Elle est professeure à l'École d'architecture depuis 2006. Elle est responsable des programmes en conservation du patrimoine bâti ici à la Faculté de l'aménagement. Elle est une chercheuse. Elle poursuit actuellement des travaux scientifiques sur la conservation du patrimoine, dont les sujets s'articulent autour de la question de l'attribution des valeurs patrimoniales et en particulier celles qui ont trait aux édifices publics. Alors, bonjour Claudine. Merci de Bonjour, bonjour Juan, bonjour tout le monde. Je poursuis avec un autre collègue urbaniste cette fois-ci, donc Mathieu Payet-Amelin, avec qui j'ai déjà aussi eu la chance d'enseigner il y a quelques années en atelier en urbanisme. Donc, Mathieu, il est titulaire d'un doctorat conjoint de la Faculté de l'aménagement et de l'Université Aix-Marseille. Il est chef de section à la division du patrimoine du service de l'urbanisme et de la mobilité à la ville de Montréal. Alors, content de te revoir, Mathieu. Bonjour. Merci, Juan. Bonjour à tous. Et puis, pas la moindre, donc, représentante de la relève, nous avons aussi la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Frédéric Gagné-Thibault. Elle est diplômée de la maîtrise en aménagement, option conservation du patrimoine bâti, justement à la Faculté de l'aménagement. Elle est chargée de projets au sein de la coopérative Passerelle, donc bien impliquée dans les milieux associatifs à Montréal. Elle étudie actuellement chez nos voisins ici à côté, HEC Montréal. Elle a notamment travaillé sur des outils d'urbanisme et de planification en lien avec la protection du patrimoine dans l'arrondissement du Sud-Ouest à Montréal également. Bonjour Frédéric.
Bonjour. Alors voilà, la table est mise. Puis pour briser la glace, je voulais vous inviter à peut-être commencer par quelque chose de très personnel. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour parler de patrimoine, mais qu'est-ce qui nous a amené, chacun de notre côté, à nous retrouver aujourd'hui ici, ce midi, à participer à cette table ronde? Donc, pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé? À quel moment de votre vie, quelle rencontre improbable vous a fait finalement vous retrouver aujourd'hui si intéressé, puis avec votre expertise et votre passion au service du patrimoine? Donc, j'aimerais commencer par toi, Claudine, si tu veux briser la glace. Oui, bien, merci Juan et merci aussi au Réseau des diplômés pour l'organisation de cet événement et à mes collègues d'accepter d'être là. Ça me fait plaisir d'être parmi vous. Et cette question-là est bien pertinente parce que le patrimoine, c'est aussi de l'affect, hein. C'est une question de cœur autant que de raison. Moi, je dirais pour ma part que je suis un peu comme Obélix. Je suis tombée dans la marmite du patrimoine très jeune. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui nous ont initiés très tôt à l'histoire par la visite de lieux historiques. J'ai habité toute ma vie dans une maison de 1908, continuellement en rénovation. Et la construction faisait partie de ma formation toute jeune. Et je me rappelle d'avoir suivi un cours en histoire de l'architecture à la fin de mon bac en urbanisme qui a été un peu comme une illumination. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'il n'y avait pas d'autre voie pour moi que celle du patrimoine. Donc, un cumul de petits événements, de petites choses, mais qui, en gros, je crois, a coloré ma vision de l'environnement bâti. Oui. Ben, mon Dieu, donc tu es tombé dans la marmite du patrimoine et de la construction Ouais. très jeune. Double marmite, excellent. J'aimerais poursuivre avec Frédéric. De ton côté, Frédéric, qu'est-ce qui t'a amené à suivre des cours avec Claudine, éventuellement dans le programme de conservation du patrimoine bâti? Vas-y. Ben, moi aussi, c'est en plusieurs étapes. D'abord, ben, quand j'allais au secondaire, à l'école Sophie Barra, il y avait sur notre terrain une vieille maison en ruine. Puis ça m'a toujours fascinée. Je me demandais, mais pourquoi c'est juste à 2 pas de notre entrée au secondaire? Puis pourquoi c'est en état de décrépitude comme ça? C'est quoi l'histoire de ce bâtiment-là? Donc, ça m'avait fascinée quand même assez jeune. Puis après, ben, ça s'est beaucoup concrétisé quand je faisais mon bac en urbanisme. J'ai été assez chamboulée de voir les démolitions massives qu'on appelait à l'époque les grandes rénovations urbaines dans les années 50-60 à Montréal, qui ont fait vraiment disparaître des pans de ville entiers, la mémoire puis l'âme de certains quartiers. Ça, c'est vraiment venu me chercher. Notamment à travers une page Facebook qui s'appelait Montréal avant-après. Puis je me rappelle, je pleurais, puis j'étais vraiment choquée par cette situation-là. Après, j'ai fait un stage à Ville-Saint-Pierre, puis j'étais encore outrée de voir qu'il n'y avait pas nécessairement de contrôle sur les transformations de façades sur la rue principale, donc des vieux bâtiments que les propriétaires modifiaient sans vraiment respecter l'architecture d'origine. Donc, ça m'a tout de suite orientée vers la maîtrise en conservation du patrimoine bâti. À force de voir tout ça, je me suis dit, ben, c'est la branche que je veux emprunter, puis je veux travailler activement là-dedans pour essayer de changer un peu les choses. Ben, on voit ce fil conducteur affectif, encore une fois, s'exprimer très clairement dans ton témoignage, Frédéric. Merci beaucoup. Et de ton côté, Mathieu, explique-nous. C'est un peu comme Claudine. Je suis tombé dedans assez jeune, si je peux dire, parce que du côté de ma mère, mon grand-père, mon arrière-grand-père étaient des architectes. Puis ils ont fait des bâtiments publics à Montréal. Donc, petit, on passait en voiture à côté, puis je le sais, ma mère m'a dit, ah, ça, c'est ton arrière-grand-père qui a fait ce bâtiment-là. Ça, c'est une résidence faite par ton grand-père. Donc, ça, c'est toujours resté. Probablement latent, là, tu sais, ça n'a jamais été. Jeune, j'ai jamais rêvé de travailler en patrimoine. Là. Ça, je pense que c'était plus de l'ordre de l'inconscient. Puis, j'ai fait des études en anthropologie. C'est vraiment par cette voie-là, parce que je m'intéressais à la question de l'archéologie et que là, je me suis dit, ah, j'aimerais ça prendre un pas de recul, travailler plus à l'échelle de la ville. Et j'ai fait des études en urbanisme. Donc, sans le nommer, c'est par cette voie-là que je suis arrivé comme urbaniste spécialisé en patrimoine, finalement.
Merci Mathieu. Donc, on voit la diversité des schémas qui nous amènent à notre carrefour qui nous réunit aujourd'hui. Donc, l'histoire de l'urbanisme, l'architecture, l'anthropologie, l'archéologie. Et je pense que ça témoigne aussi d'un objet qui est peut-être difficile à saisir. En tout cas, quand mes étudiants me posent moi la question, donc c'est quoi patrimoine? Ben, je les invite à aller visiter Claudine. Mais sinon, c'est vrai que ce type de questions suscite beaucoup de réflexions parce que surtout aujourd'hui, surtout si on se pose la question aujourd'hui, en 2022, quelle est la définition contemporaine de patrimoine? Mathieu, tu qui terminais le tour précédent, vas-y, est-ce que serais-tu game de répondre à mes étudiants quand ils vont te poser la question, qu'est-ce que le patrimoine aujourd'hui? Comment on définit de manière contemporaine le patrimoine? Écoute, je m'essaierai. C'est pas évident, c'est ça, c'est une grande question. Je pense que le patrimoine, tu sais, ben là, on parle, je vais parler de patrimoine au sens large, autant bâti, physique, en termes de pratique. Pour moi, le patrimoine, c'est un objet auquel on donne du sens. Puis ça s'appuie sur essentiellement trois choses pour moi. Ça s'appuie sur une valeur d'exemplarité, ce qu'on associe beaucoup au volet artistique, je dirais, du patrimoine ou la valeur architecturale, mais aussi la valeur historique, donc une perspective temporelle un peu. Je pense que ça nous prend une certaine distance par rapport à l'objet patrimonial, par rapport à l'objet pour le considérer patrimonial. Et finalement, c'est de l'ordre de l'affectif. C'est beaucoup de en quoi ça nous interpelle comme individu puis comme société. Donc ça, c'est de la valeur de l'affect pour moi. Donc ça prend ces trois éléments-là pour qu'on vienne à considérer quelque chose d'étant patrimonial. Donc, exemplarité, recul temporel, donc dimension historique puis affective. Et tu as commencé ta définition en précisant qu'il s'agit d'un objet auquel on donne du sens. Donc, on lui donne du sens. Il se trouve dans ce rapport entre nous et ces objets-là. Puis, Frédéric, je te vois acquiescer depuis le début de la réponse de Mathieu. Est-ce que tu t'ajouterais un autre élément ou toi, si j'ai envoyé mes étudiants plutôt te rencontrer toi, comment tu répondrais à la question? Ben, c'est une vision qu'on a aujourd'hui d'un bien qui nous provient du passé. Donc, c'est sûr que c'est une question de valeur, puis comme disait Mathieu, de lien avec cet objet-là aujourd'hui. Puis, ça passe plus par un récit national ou mettre en valeur des monuments ou des institutions, mais vraiment plutôt le lien que la communauté entretient avec ces espaces-là, ces bâtiments-là. Donc, on intègre de plus en plus une variété de types de patrimoine dans notre lecture d'aujourd'hui, donc que ce soit modeste, industriel, la période moderne. Donc, c'est ça, le champ tend à s'élargir. Puis c'est vraiment un rapport, comme disait Mathieu, affectif, puis les valeurs qu'on attribue qui sont changeantes. Et donc, je comprends, Frédéric, que cette exemplarité, du coup, elle peut avoir plein de formes, plein de déclinaisons différentes, plein d'objets, j'imagine, tangibles ou non, peuvent répondre à ces critères d'exemplarité, d'historicité et des valeurs affectives qu'on lui accorde. Est-ce que je suis en train de bien saisir, Claudine? Est-ce que nos collègues nous partagent? Toi, qu'est-ce que tu pourrais ajouter justement par rapport à cette différence entre les objets tangibles et intangibles? Mais bref, vas-y. Oui, merci. Puis j'abonde dans le même sens que Mathieu et Frédéric pour les éléments de la définition. À ces éléments-là, moi, je pense que j'ajouterais qu'en effet, la dimension immatérielle du patrimoine est importante. Et par cela, ça signifie les modes de vie, les rituels, les traditions, les savoir-faire. On parlait hier justement de Maestria, le Conseil des métiers d'art du Québec qui tenait son petit événement au sujet des savoir-faire traditionnels liés au bâtiment. Ces tailleurs de pierre, ces ébénistes, ces charpentiers qui font un travail extraordinaire dans leur savoir-faire. C'est aussi un patrimoine qui se transmet. Et c'est très important aussi d'inclure, je crois, cette dimension-là. Je pense que j'ajouterais aussi que finalement, le patrimoine, c'est un peu les marqueurs tangibles et intangibles d'une identité qui est collective.
Et pour moi, c'est aussi un synonyme, quand on le conserve, quand on le reconnaît, d'une qualité de vie par le sentiment d'appartenance que crée le patrimoine, appartenance à une collectivité, appartenance à une culture, à une façon de faire. Donc, je pense que quand on conserve, on ne fait pas juste conserver des objets matériels, des bâtiments, des sites, des paysages, mais on conserve aussi une façon d'être qui s'inscrit dans tout ce qu'on peut apporter comme contributeur à une qualité de vie. Merci, Claudine. Puis en fait, ta contribution, je pense, m'amène aussi à penser à des dimensions de santé, même de santé mentale, parce que ce sentiment d'appartenance, cette manière de s'identifier avec un endroit, avec un lieu, mais contribue aussi à notre bien-être au sens très large. Et bon, si on définit la santé aussi comme quelque chose de plus complexe que simplement l'absence de maladie. Donc, c'est bien-être global. Ben, on voit clairement le lien. Puis, tu apportes également la notion d'identité. Puis, c'est vrai que Montréal, ben, vous l'entendez par mon accent, vous le voyez constamment si vous êtes à Montréal, par la diversité des personnes qui habitent et qui aiment cette ville. Ben, c'est un lieu de rencontre improbable aussi des cultures, d'histoires personnelles, familiales. On apporte nos bagages. Donc, ça rend encore plus riche, je pense, la réflexion sur ce qui est patrimonial. Puis ça doit rendre aussi encore plus riche la réflexion sur ce qu'on peut faire ou sur le rôle qu'on peut jouer face à ces patrimoines-là. Puis, Frédéric, j'aimerais t'interpeller en premier pour cette ronde. Quels sont les rôles que l'on peut jouer quand on part avec une définition contemporaine du patrimoine comme celle que l'on pouvait construire en synthétisant vos trois interventions. Donc, quel rôle, quels enjeux, quelles approches. Bref, je t'invite à nous parler peut-être d'un point de vue déjà tourné vers l'action. Toi, comme jeune praticienne, comme professionnelle, comment tu t'envisages ces rôles et ces manières d'agir? Bien, comme professionnel en patrimoine, on a le rôle de chercher à comprendre un bâtiment, le faire connaître, le mettre en valeur, le transmettre aux citoyens. Sensibiliser les acteurs politiques, les élus municipaux aussi qui vont ultimement voter des budgets puis adopter des politiques, des règlements qui vont avoir un impact direct sur la gestion du patrimoine. Influencer les propriétaires aussi qui ont une responsabilité collective par rapport à leurs biens. Oui, ils sont propriétaires d'une maison à titre privé, mais ils ont un devoir envers la communauté dans l'entretien, dans le respect des lieux. Puis je pense qu'il y a aussi de stimuler l'action citoyenne aussi. Les citoyens sont les premiers, aux premières loges de leur patrimoine, donc c'est des voix importantes. Ils ont le potentiel de faire une pression politique, d'influencer aussi les décisions, d'eux-mêmes définir qu'est-ce qui est patrimonial dans leur milieu. Donc, on l'a vu récemment à travers une étude qu'on a faite sur les politiques du patrimoine au Québec. Celles qui sont le plus structurantes et porteuses, c'est vraiment celles qui ont suscité l'adhésion de tous les acteurs finalement, donc les professionnels, mais les élus et les citoyens aussi qui ont endossé ces démarches-là. Donc, c'est vraiment d'aller rallier tout le monde. Je pense que tout le monde peut contribuer, mais le rôle premier, dans le fond, du professionnel, c'est de faire un peu le travail en amont et d'écouter aussi les voix non professionnelles. Donc, ça fait un petit peu le tour. Ben, c'est très riche, Frédéric. Donc, tu insistes sur des mots qui ont été utilisés plus tôt, c'est-à-dire collectif. C'est un actif qui peut nous mobiliser tous, qui nous interpelle tous. Puis c'est intéressant de voir comment ça nous touche de manière très personnelle. Et c'est un rapport affectif, on avait commencé dans notre discussion, mais en même temps, il nous interpelle tous comme communauté, comme société. Puis le rôle du professionnel, donc, il est clé pour aider la communauté à faire cette lecture-là, à lire, à prendre des décisions, à délibérer de manière éclairée. Donc, tout nous amène dans le domaine de la démocratie, de la prise de décision éclairée.
Mathieu, on parle donc du professionnel. Frédéric nous met bien en perspective le rôle du professionnel. Quels sont les autres rôles, donc le citoyen, l'élu, les autres professionnels qui ne sont pas nécessairement de l'aménagement? Donc, comment tu vois la chose? Écoute, Frédéric l'a bien mentionné, pour moi, c'est une responsabilité qui est partagée. Puis là, partagée autant par les différents paliers de gouvernement que par les municipalités ou que les autres instances plus démocratiques, mais aussi par chacun de nous comme citoyens, comme résidents d'un quartier ou d'un arrondissement X. Ça passe, c'est sûr que les moyens sont complètement différents, puis nos leviers d'action ne sont pas les mêmes, mais je pense que on a tous un rôle à jouer par rapport à ça. Même l'enjeu pour moi est que cette préoccupation-là percole entre ces différents niveaux-là, si je peux dire. Et un des points de départ pour agir sur la question du patrimoine ou pour s'y intéresser, ça passe par l'école beaucoup. J'avais un ancien collègue, Jean-Robert Choquet, qui avait dit que les écoles sont les premières maisons de la culture, puis je suis tout à fait d'accord avec lui. Je pense que ça commence par là aussi. Donc, on s'entend que c'est pas de poser un regard de spécialiste, mais au moins de s'intéresser à notre quartier, à ce qui s'y passe, c'est quoi le type de bâtiment qu'on y trouve, quels sont les lieux civiques dans nos villes. Donc, ça passe par là. Donc, c'est vraiment, je pense qu'on a tous un rôle à jouer d'une certaine façon, là. Merci. Puis ta réponse nous amène aussi à voir qu'on joue des rôles tout au long de notre vie, dès l'enfance, notre carrière professionnelle, notre vie active, dans notre entourage personnel aussi, familial et professionnel. Puis en touchant l'éducation, ben, Claudine, ça tombe bien que je termine avec toi cette ronde parce qu'on joue un rôle également dans la formation des professionnels, dans la production des connaissances. Donc, comment tu compléterais ces mosaïques des rôles et des acteurs qui gravitent, qui participent à la compréhension et à l'intervention en matière de patrimoine? Oui. Ben, écoute, deux choses peut-être. Dans un premier temps, je pense que c'est important de souligner le fait que ce qu'on appelle un expert en patrimoine, c'est désormais davantage quelqu'un qui est à l'écoute, qui est capable de ressentir de l'empathie, un facilitateur, un modérateur en différents discours, différentes valeurs du patrimoine. Ça, je pense que c'est pas un rôle qui est connu, mais c'est un rôle qui est définitivement celui que prend le domaine du patrimoine et de l'expert depuis, je dirais, une vingtaine d'années, de manière progressive, alors qu'autrefois, il était plus d'experts en histoire, en architecture, en histoire de l'art. Cette expertise-là est encore requise, mais je pense qu'elle s'accompagne d'autres habiletés qu'on essaie toujours de faire développer par l'enseignement et la recherche, bien sûr. Et je pense que la deuxième chose qui me vient à l'esprit pour répondre à cette question, ce serait on questionne beaucoup qui joue un rôle dans la conservation du patrimoine et je suis d'accord que c'est l'affaire de tous à des moments différents dans sa vie, dans un moment différent dans l'histoire du devenir d'un lieu. Mais je pense que c'est plutôt aussi le quoi, qu'est-ce qu'on fait pour conserver le patrimoine, qu'est-ce qu'on peut faire. Et je pense que fondamentalement, ce qu'il faut faire, c'est connaître pour être capable de reconnaître. Le pire ennemi du patrimoine, je pense, c'est l'oubli et la méconnaissance. Donc, du moment où et je ne dis pas que c'est juste ça là, qui est la solution, puis l'ingrédient unique, mais je pense que quand on commence à connaître, on voit autre chose et on peut passer à la reconnaissance d'un patrimoine. Et souvent, on ne connaît pas et on prend des décisions sans connaître. Et je pense que c'est là qui est peut-être l'action qu'on peut tous et toutes faire pour essayer de contribuer à la conservation du patrimoine et à l'amélioration encore une fois, de nos milieux de vie. Wow. Donc, c'est un rôle, effectivement, qui nous touche tous. Donc, comme citoyens, connaître, reconnaître pour pouvoir prendre des décisions éclairées et des meilleures décisions. Donc, on voit aussi la portée éthique derrière l'action sur le patrimoine, donc, comme en général, un aménagement. Très bien, et je l'ai mentionné tout à l'heure,
dans notre réflexion, dans notre préparation pour cette causerie, on avait décidé d'inclure dans le titre de l'événement un mot qui n'était pas uniquement connoté charge, contrainte, mais plutôt ressource. Donc, on parle de patrimoine comme une richesse également. Et on peut aussi opposer patrimoine passé avec la nécessité d'un recul historique, comme vous l'avez évoqué dans la définition même du patrimoine, avec le projet, avec la vision vers l'avenir. Donc, patrimoine, richesse et patrimoine à venir. J'aimerais, pour ce dernier tour de table, vous entendre parler de ça, de ces perspectives et surtout de cette manière de réfléchir et d'intervenir sur le patrimoine qui nous amène à le voir comme un privilège, comme une chance que nous avons et non pas uniquement comme un frein à un processus que l'on idéalise dans la transformation de nos milieux de vie. Alors, cette fois-ci, j'aimerais commencer par toi, Mathieu. Écoute, je pense que le patrimoine, l'avenir du patrimoine passe beaucoup par, en fait, passe par deux véhicules. Le premier, c'est comme levier de transition écologique. Je pense que ça s'impose de plus en plus dans le discours. On le voit, c'est un élément très important. Frédéric, tu mentionnais tantôt la démolition de bâtiments. Je pense que on y pense tous quand on voit ces cas-là, puis on est tous soucieux de l'empreinte écologique qu'amène la démolition et la construction de nouveaux bâtiments. Donc, ça, c'est un des premiers éléments. Et le deuxième, la question du patrimoine va s'imposer aussi beaucoup comme facteur d'acceptabilité sociale. Évidemment, c'est en lien avec le premier, mais je pense que c'est de plus en plus présent dans l'espace médiatique, dans l'espace public, dans les discussions. Donc, ça, c'est deux éléments importants. La chose, par contre, un des risques qu'il faut toujours avoir, c'est que le patrimoine, c'est pas une couleur de brique. C'est vraiment une posture avec laquelle on aborde un projet. Et c'est là un des dangers comment choisir, qui reste présent. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Mais je suis quand même assez optimiste quand je vois quand je lis des articles ou quand je vois l'intérêt que ça suscite ces questions-là. Je pense que le taux de participation du dîner d'aujourd'hui en témoigne d'ailleurs. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour le patrimoine. Donc, je suis assez optimiste par rapport à ça. Oui, ben, cet optimisme, effectivement, revient parce que, comme tu le dis, les défis que les changements climatiques vont nous imposer et le défi de l'inclusion, de l'équité, de la justice sociale vont être quand même de plus en plus présents. En tout cas, l'actualité nous le montre tous les jours. Donc, savoir que le patrimoine ou la réflexion sur le patrimoine et l'action à l'égard du patrimoine peut être une clé ou une manière pertinente de comprendre et d'agir dans le milieu de vie. Donc, c'est effectivement encourageant. Si tout est tourné vers le futur, de ton côté, Frédéric, toi, comment tu vois cet avenir du patrimoine, de l'intervention sur le patrimoine, de nos réflexions sur le patrimoine? Partages-tu l'avis de Mathieu? Qu'est-ce que tu pouvais ajouter? Tout à fait. Je le vois comme des leviers pour des projets collectifs, transitoires, novateurs. Dans le fond, c'est plus des objets figés, mais c'est des espaces qui sont propices au développement d'usages pertinents pour une communauté. Donc, c'est en mouvement. Ça ouvre la porte à toutes sortes d'expériences. Aussi, j'ose espérer qu'on va être moins dans le futur dans la sauvegarde in extremis, la démolition, la protection, mais plus dans la mise en valeur puis la célébration de ce qu'on a, la fierté de ce qu'on a entre les mains. Puis aussi que le patrimoine soit plus considéré comme aux franges des politiques culturelles ou un petit chapitre du schéma d'aménagement, mais un thème central dans les outils d'aménagement. Donc, qu'il y ait vraiment des engagements politiques dans le milieu municipal, entre autres, qui se centrent sur le patrimoine comme levier de projet porteur. Donc, plus au centre de réflexion, plus en priorité,
plus en reconnaissance de sa complexité également. Donc, comme disait Mathieu, pas juste une couleur de brique, mais un rapport qui mobilise des compétences quand même qui sont variées, non seulement celles techniques, mais aussi celles, comme disait Claudine tout à l'heure, de l'empathie, de la reconnaissance, de l'affect. Puis justement, donc on ferme notre tour avec toi, Claudine, et de ta chaise comme chercheuse, comme professeure, comme formatrice. Donc, comment vois-tu cet avenir des questions patrimoniales? Eh bien, moi, je rêve. C'est la question pour rêver, pour sortir sa liste de souhaits et de désirs. Mais l'item sur le haut de ma liste, moi, ce serait de faire en sorte que la question du patrimoine soit complètement intégrée dans la société. Qu'on n'ait plus le réflexe de dire on devrait démolir, mais plutôt on devrait conserver. Parce que c'est du gaspillage de démolir, parce que c'est une richesse. J'aborde dans le même sens que Frédéric, mais avant qu'il y ait des politiques qui incarnent ces désirs-là, il faudra qu'au départ, qu'on se débarrasse de notre obsession du neuf et qu'on soit peut-être un petit peu plus empathique, un peu plus indulgent envers ce qui existe déjà, le comprendre et faire du mieux qu'on peut avec ce déjà-là, cet existant. Pour le célébrer pour ses valeurs historiques, architecturales, oui, mais peut-être aussi parce qu'il est encore bon et qu'il mérite d'être réutilisé, ou peut-être même qu'il a un potentiel pour contribuer au développement économique d'un secteur. Je pense que le patrimoine ne peut plus être un item sur une liste de biens classés, mais intégrer la vie sociale, la vie économique, nos décisions écologiques aussi, et qu'on ait donc une économie qui est basée sur le développement, oui, mais un développement peut-être aussi qui inclut la qualité, la richesse qu'apporte la qualité. Puis je pense à des États, ça a l'air idéaliste ce que je dis, mais je pense à des États comme l'Écosse ou la Nouvelle-Zélande qui ont intégré dans leur développement économique des politiques qui visent le bien-être. Et une partie de ce bien-être passe par des milieux de vie qui sont composés de bâtiments patrimoniaux, de rituels, de modes de vie, de trames urbaines, de proximité, d'espaces publics qui sont issus, hérités d'une autre époque et qui finalement sont un gage d'une sociabilité, d'une qualité de vie chez les citoyens. Donc, pour moi, le patrimoine intégré dans la société et qu'on arrête de parler de sauvegarde, puis de protection, puis de menace. Comme je dis, c'est ma wish list, comme on dit en bon chinois, mais voilà, je pense qu'il y a un pas vers ça qui commence à être franchi, qui est porté par les générations qui sont diplômées et qui voient une autre façon de travailler sur le terrain en aménagement et de traiter l'environnement bâti. Puis, c'était mentionné, on est 130 participants en CEMIVI, mais en plus, on voit aussi, et c'est la période de demande d'admission dans nos programmes, je pense qu'on voit aussi l'intérêt que ces considérations suscitent de plus en plus auprès des jeunes qui terminent un cégep, qui terminent un baccalauréat ou qui sont des professionnels chevronnés comme plusieurs parmi, je suis sûr, les personnes qui nous suivent CEMIVI. Donc, c'est très riche, c'est vraiment très, très inspirant, rassurant. En tout cas, je sais qu'il y a encore plein de questions et d'ailleurs, je vois le compteur des questions et réponses bouger. Donc, Lindsay, si tu es dans les parages, je t'invite à peut-être maintenant passer à la prochaine étape, donc faire part à nos panélistes des questions des participantes et des participants. Vas-y. Je suis dans les parages. Merci beaucoup. Bon. Merci pour merci pour votre discussion, pour vos échanges. C'était vraiment très éclairant. Puis je pense que justement, ça va être en mesure de nourrir toutes les questions qu'on a reçues du public. On a justement une question de Younas Oubelkassé ou Oubelkas, désolé si je le dis pas bien. Mais cette personne dit, ne pensez-vous pas que distinguer entre un discours militant, donc politiquement récupérable, et un discours savant expert est très important pour être persuasif dans l'aboutissement des opérations de conservation patrimoniale.
Est-ce qu'il y a une personne qui aimerait commencer là-dessus? Claudine. Oui. Bonjour Younas, ça me fait plaisir que vous soyez là. Je pense que la communication en patrimoine, c'est extrêmement important. Et c'est sûr qu'il y a il y a toujours et il y aura toujours dans toutes les décisions relatives à l'aménagement et pas seulement conservation du patrimoine, des décideurs qui récupéreront la question du patrimoine à leur profit. Ça fait partie de la politique peut-être, je ne sais pas. Il en demeure pas moins que, en ce qui me concerne, la question de la communication, elle est cruciale. Elle est au cœur des enjeux qui guettent la conservation du patrimoine et même dans lesquels on se trouve déjà maintenant, au moment où on se parle, au moment où on communique aujourd'hui par ce dîner-causerie à la question du patrimoine. Et il faut absolument l'organiser, ce message au sujet du patrimoine, pour bien faire comprendre tout ce qui se discute présentement. C'est le célèbre défi de résumer en 5 phrases et moins qu'est-ce que la conservation du patrimoine, qui est dans tous les domaines, ça peut être aussi un défi, mais dans celui du patrimoine, je crois qu'il doit viser ce message court de communiquer que la question du patrimoine, ce n'est pas que des monuments, des vieilles pierres, mais c'est aussi ce qui nous entoure au quotidien et que de conserver, ça ne veut pas dire figer, mais de transformer, de permettre à des lieux de vivre une autre vie, avoir une autre couche de signification et donc de participer, encore une fois. Donc, conserver du patrimoine, ça veut dire transformer des lieux et même des lieux du quotidien. Et ça, je pense que c'est un message qui doit continuellement être passé. J'aimerais ça réagir aussi à la question. Je pense que toutes les actions individuelles en patrimoine, oui, je pense qu'il y a une part de militantisme, mais là où ça devient dangereux, c'est quand c'est récupéré dans une forme de partisanerie. Pour moi, l'action que je fais en patrimoine, oui, c'est du militantisme parce que pour moi, c'est important. Là, je le mettrais dans le geste d'entretien quand je repeins mon balcon de fer forgé chez moi. Pour moi, c'est une forme de militantisme. Pour moi, ça veut dire que j'accorde un intérêt à cet escalier-là, à ce morceau de ma résidence. Puis, c'est sûr que ça serait plus facile de le changer par un élément qui ne demande pas d'entretien, mais je le refais année après année. Donc oui, ça part d'une certaine forme de militantisme. Voilà. Est-ce que vous voulez renchérir sur quelque chose, les autres panélistes? Et Juan, aussi, vous pouvez renchérir ainsi. Vous n'êtes pas juste un animateur silencieux à partir de maintenant, là. Ah bon, mais non, j'adhère aux réponses de Mathieu et de Claudine. Moi, je m'interroge également sur l'opposition entre militantisme et approche peut-être fondée sur des connaissances. Je pense qu'ils ne sont pas nécessairement opposés. Et d'ailleurs, peut-être les militants les plus effectifs sont ceux justement qui ont cette capacité de recul critique, de mise en question de nos convictions sur la base des données, des connaissances. Donc, peut-être effectivement, les deux sont nécessaires. Et j'ai une autre question ici de Imen Ben Gemia, qui d'abord vous dit bonjour et vous remercie pour vos interventions. Donc, dans une société de plus en plus cosmopolite et vu l'importance de l'aspect affectif du patrimoine et son rôle dans la création des liens avec les lieux et le sentiment d'appartenance des citoyens, à votre avis, comment s'assurer de valoriser les lieux d'attachement de différentes communautés malgré parfois leur immigration récente et la modestie de leur empreinte sur le sol? Comment est-ce qu'on décide ce qu'on garde? Peut-être, Frédéric, on ne vous a pas entendu. Bien, le Centre d'histoire de Montréal a une approche un peu dans ce sens-là, avec des cliniques de mémoire, puis la faculté a révélé toute l'histoire sociale, puis l'histoire, en fait, l'immatérialité liée au lieu, associée spécifiquement aux communautés immigrantes ou récemment arrivées à Montréal. Donc, tu sais, je pense que cette approche-là est de plus en plus mise en valeur, puis ça ne s'inscrit plus nécessairement juste dans les valeurs qu'on attribue à un bâtiment, mais plus comment le bâtiment est utilisé, le secteur est utilisé, les pratiques dans un quartier. Oui, vas-y, je t'en prie, Mathieu. Vas-y, puis après, j'irai.
En fait, je pense que c'est une question qui est très, très pertinente aujourd'hui. Justement, on parlait de la définition de ce qu'est le patrimoine en entrée de rencontre. Je pense que faut être attentif à ça. Je pense que la question du patrimoine se décline d'une multitude de déclinaisons aujourd'hui. Puis là, dans les derniers grands gestes, attribution de statut, on a vu que bon, il y a le quartier chinois, évidemment, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres points d'ancrage de ces différentes communautés-là. Il faut être attentif, il faut les voir, il faut les soutenir. Donc, je pense que c'est une sensibilité qu'on doit avoir, là. J'abonde dans le même sens. Merci pour la question, Imen, et bonjour en passant. Je pense que c'est vraiment où on en est rendu dans le domaine de la conservation du patrimoine, de voir d'autres perspectives et de les inclure. Et comment on fait? Bien, je pense qu'il faut aller au-devant des personnes, au-devant des communautés, s'asseoir et discuter et parler et être à l'écoute. Je pense qu'il faut, encore une fois, arriver avec un message que patrimoine est beaucoup plus ouvert comme terme, comme définition, que les monuments d'exception. Et je pense qu'il faut être prêt aussi à changer nos cadres de gestion pour inclure pour permettre l'intégration de ces autres formes de patrimoine qui peuvent être souvent intangibles, qui peuvent être dans des lieux qui n'ont aucune valeur architecturale, dans le sens où on l'entend dans la pratique de façon commune, et donc d'enrichir le patrimoine et surtout de le mettre en valeur et de le communiquer pour en arriver à ces fins dont on parle depuis tout à l'heure de qualité de vie, d'harmonie, de justice et d'équité. Merci beaucoup pour ces échanges. Et j'ai une question ici d'André Bourassa, que je pense que c'est une question qu'on se pose tous aussi lorsqu'on voit des projets qui sont en train des vieux bâtiments en train de démolir ou des choses en train de se faire réhabiliter, que ça fait tellement longtemps que c'est en décrépitude qu'on se demande, mais ça coûte combien réhabiliter tout ça? Donc, dans le patrimoine, ce que M. Bourassa dit. Dans le patrimoine, le mieux n'est-il pas l'ennemi du bien? Certains projets de réhabilitation présentent des coûts tellement élevés qu'ils ne rencontrent pas l'acceptabilité sociale qui pourrait être attendue. Le bon projet pour chaque situation de mise en valeur. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Je peux peut-être me lancer. Je pense que c'est un excellent commentaire, effectivement. Je pense qu'il y a des extrêmes dans lesquels il ne faut pas tomber. Je pense que là, c'est la formule qui est un peu éculée quand on dit que la meilleure façon de préserver un bâtiment, c'est de l'occuper. Ça, je suis persuadé de ça. Donc, oui, c'est de trouver une vocation, un usage qui est adapté. On s'entend qu'on ne fera jamais un bâtiment neuf d'un bâtiment ancien. Donc, ça, il ne faut clairement pas aborder ces projets-là de cette façon-là. Mais effectivement, je pense que c'est une question de cas par cas et du contexte dans lequel s'inscrit chacun de ces projets-là. Je pense que pour ma part, excuse-moi, Juan. Non, s'il te plaît, vas-y, Claudine. Pour ma part, je pense qu'il faut toujours, en effet, se ramener au concret, la réalité financière de la conservation du patrimoine. Je pense qu'on n'est peut-être pas dans une collectivité qui valorise beaucoup l'entretien, donc on se retrouve dans des situations fâcheuses ou un manque d'entretien chronique. On pense à nos bâtiments publics. Nous positionne dans une situation où on doit faire des choix qui sont difficiles, c'est vrai. Mais je suis d'accord avec Mathieu, je pense qu'il faut aborder la question de l'existant et de sa réutilisation aussi avec des attentes qui sont à la hauteur de l'existant. On ne fera pas d'un bâtiment ancien un bâtiment neuf. Je pense qu'il faut aussi peut-être dans les modes de gestion pas arriver avec des façons de faire qui sont propres à l'existant, propres à un projet neuf, mais adapté. Si on avait dit au début des années 80 à quel point on pourrait réutiliser, à quel point ça coûterait cher de réutiliser le Vieux-Montréal, certains bâtiments du Vieux-Montréal, personne n'aurait dit on embarque là-dedans, c'est un trou sans fond, on n'a pas les fonds. Et aujourd'hui, la preuve du contraire, c'est bel et bien présente et à nos yeux tous les jours. Le Vieux-Montréal serait
serait manqué. C'est clair qu'on s'en ennuierait. Sur le plan financier aussi, s'il disparaissait. Donc, je pense qu'on a beaucoup, c'est-à-dire les gens en patrimoine, on a beaucoup de preuves à faire sur le plan financier. On a un peu de jurisprudence, si je peux me permettre la métaphore, à compiler pour faire en sorte de démontrer qu'il y a un usage, une valeur économique au patrimoine. Les États-Unis sont beaucoup plus d'affaires que nous et ont des études qui le démontrent clairement. Et ça y est, il faut se retrousser les manches et trouver des fiscalistes et des économistes qui vont nous appuyer dans cette démarche-là. Ça fait partie pour moi des enjeux du futur pour la conservation du patrimoine. Merci beaucoup, effectivement. Je ne sais pas si c'est juste moi qui entends double. Oui, c'est correct, tout le monde est là. Parfait. Donc, j'ai une question ici dans le chat pour Frédéric. C'est Cassandra Smith qui demande si vous pourriez revenir sur la recherche sur les politiques du patrimoine. Donc, j'aimerais en savoir plus sur les manières d'impliquer la collectivité dans l'élaboration des politiques. En fait, c'est ça, on s'est penché un peu sur les méthodes d'élaboration des politiques au Québec et de plus en plus, ce qu'on voit, c'est qu'à travers le temps, il y a eu beaucoup de consultations publiques, il y a eu des activités d'interprétation, des ateliers qui ont été menés avec les citoyens pour dégager les priorités envisagées par les citoyens au lieu de rédiger la politique en silo. Il y avait l'apport, puis vraiment, il y avait des suggestions citoyennes, etc. Donc, c'est ça, ça passe par toutes sortes d'activités mises en place. C'est sûr que, bon, en temps de COVID, il y a eu d'autres méthodes qui passaient plus par le numérique, mais de manière générale, à plusieurs moments dans la réalisation de la politique, il y a eu consultation des acteurs en patrimoine, en culture, mais aussi du public élargi. Donc, ça s'illustre de toutes sortes de manières, mais c'est dans les pratiques de plus en plus, là, c'est incontournable. Merci beaucoup. On a une question ici qui vient de Gabrielle Laferrière, qui parle spécifiquement de Montréal et qui demande quels sont les... Bon, Claudine, vous en aviez fait mention un peu du prochain défi là, pour le patrimoine, pour ce qui est de fiscalité et de prouver donc ses performances financièrement. Mais il demande concrètement aussi quels sont les prochains défis à relever pour une ville comme Montréal en matière de patrimoine. Je ne sais pas qui veut commencer ici. Ben, je me sens interpellé par cette question-là parce qu'elle me passionne. Mais je pense que des prochains défis, puis un des défis actuels qu'on a, c'est d'aborder la question du paysage. Je n'entends pas paysage. En fait, quand j'entends paysage, c'est plus l'échelle auquel ça fait référence. C'est plus à ça que j'entends. Donc, comment on intègre cette question-là dans les outils de planification qu'on a? Évidemment, le plan d'urbanisme est le principal, mais les autres outils de planification qui relèvent d'autres paliers, comme le schéma d'aménagement et de développement, voire le PEMA de la communauté métropolitaine. Donc, comment cette question-là patrimoniale et cette question paysagère-là se retrouvent dans ces grands documents-là? Donc, ça, je pense que c'est un des défis qu'on a. Il y a des défis qui vont être qui s'adressent à des municipalités, mais il y a des défis qui sont plus collectifs. Je pense qu'en termes d'agglomération, c'est une question collective là, pour la région métropolitaine. Donc, comment on aborde ça dans le cadre de ces outils-là? Donc, ça, pour moi, c'est un des grands enjeux puis des réels défis qu'on a. Moi, j'en aurais un autre et je pense qu'il n'est pas propre à Montréal, mais c'est la question de la gestion du territoire. Je pense qu'on travaille encore beaucoup en silo. Les gens en patrimoine sont isolés, pas par choix peut-être. Et Mathieu, je ne vise pas la division du patrimoine d'aucune manière, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail, de collaboration, de communication à faire pour que les décisions sur l'existant soient prises de manière à en respecter l'intérêt patrimonial, mais aussi d'autres valeurs à l'existant qui sont associées au développement durable, qui ne touchent pas directement les gens du patrimoine, mais qui, indirectement, oui, tout à fait, la question écologique, entre autres. Donc, je pense qu'on a un gros défi dans la gestion du territoire pour briser les silos.
Tout à fait d'accord avec toi, Claudine. Puis, je pense que des défis, puis je vais rebondir sur ce que tu viens de mentionner. Un des défis, c'est que la question du patrimoine ne soit pas abordée d'un point de vue d'expertise. On est tous concernés. Là, je vais parler comme aménagiste. On est tous concernés par le patrimoine. Donc, la question identitaire, la question de l'ancrage culturel est là tout le temps quand on travaille sur des questions d'aménagement. Donc, c'est pas uniquement une question d'histoire, c'est pas uniquement une question d'architecture ou une question d'urbanisme. Ça interpelle un très grand nombre de professions puis de corps de métier là, en aménagement. Si je peux ajouter... Non, désolé, vas-y, Frédéric, désolé. Bien, la question de la spéculation foncière aussi, le patrimoine peut être facilement fragilisé par des gros projets d'envergure qui vont contribuer à augmenter l'assiette fiscale d'une ville. Donc, c'est comme des valeurs économiques qui sont dichotomiques, qui peuvent mettre à mal un patrimoine modeste ou de plus petite envergure. Je pense que les grandes villes sont soumises à ça aussi, sont un peu jugées parties en voulant développer, mais en voulant conserver aussi de l'autre côté. Tout à fait. Puis ça nous ramène au défi mentionné, je pense, par Claudine tout à l'heure, de la nécessité aussi d'avoir cette jurisprudence dans l'évaluation coût-bénéfice, donc cette perspective économique qui nous permet de voir que finalement, cette spéculation, elle s'appuie sur une connaissance partielle de phénomènes qui ne voit pas tous les autres coûts ou toutes les autres sources de prospérité que les structures existantes peuvent apporter. Et ce que je voulais dire juste avant, c'est que en fait, la question que tu posais, Mathieu, comment on voit le patrimoine dans des outils de planification, peut-être qui sont à des échelles territoriales plus vastes, comme un plan métropolitain d'aménagement et de développement, même une politique provinciale, une orientation gouvernementale en matière d'aménagement. Je trouve très pertinent comme question. Et là, je prêche pour ma paroisse aussi. Je pense que le design urbain, c'est pas la même question, puis c'est justement peut-être la manière dont on peut les relier tous les deux. Les considérations de design urbain interpellent les rapports entre les personnes et leur milieu. Et donc, c'est poser la question sur la place du design urbain dans ces outils à ces échelles-là. C'est une manière aussi de traduire la nécessité d'inclure ces réflexes de considérer au centre la personne, la communauté, ses liens avec l'espace, au centre des réflexions de planification, des efforts de planification. Puis, le design urbain se heurte aussi au même défi du travail en silo, de la distribution des spécialités, d'expertise qui font finalement certains enjeux tomber entre deux chaises et qui rendent très difficile de trouver des manières d'intervention peut-être plus intégrales. On a plein d'exemples dans notre actualité montréalaise ces jours-ci à cet égard. Merci encore pour ces échanges. Et il y a Mathieu Dormaez, je pense que c'est comme ça qu'on dit ce nom. Donc, il référait plutôt, on parlait de responsabilité. Je pense que vous l'aviez tous et toutes mentionné. Donc, il dit, en parlant de responsabilité, que pensez-vous de la situation du patrimoine au Québec et au Canada? Et particulièrement, croyez-vous que les cadres légaux et réglementaires actuels sont adaptés et suffisants? Claudine, je vous vois sourire. Certainement, c'est toujours relatif, hein, les réponses à ces questions-là, c'est toujours mieux ou c'est toujours pire, mais il faut regarder ailleurs pour mieux comprendre notre situation. Je dirais qu'il y a des améliorations, donc c'est sûr. Au Québec, on vit on est dans une période de grand changement au niveau des cadres de gestion du patrimoine, au sens de la loi sur le patrimoine culturel. Et ces changements-là, ils apportent des améliorations aux problèmes qui ont été constatés, notamment principalement par la vérificatrice générale du Québec. Je pense aussi qu'il y a des avancements au niveau du Canada, parce qu'il y a un vérificateur général là, qui a fait les mêmes constats, des problèmes dans les cadres de gestion. Est-ce qu'on sera capable de briser les silos au niveau de l'État, par les ministères et les lois?
Il y a déjà un premier pas de franchi au Québec avec la transformation de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme au regard des nouveaux paramètres prescrits par la loi sur le patrimoine culturel. Donc, c'est un langage très juridique, tout ça, mais je pense que ça avance. Est-ce que ça avance au rythme que ça devrait avancer? À mon avis, non. Mais on sait toujours que les lois arrivent en dernier. Et donc, quand il y a des changements comme ça, ben, c'est encourageant, mais on essaie toujours de viser vers le haut. Et il va falloir bien, à un moment donné, que la loi du Québec sur le développement durable, qui nomme le patrimoine comme étant une façon d'atteindre le développement durable, soit bel et bien mise en pratique et de manière un petit peu plus affirmée. Donc, Mathieu, je n'ai pas une réponse définitive, sinon qu'on avance. Je réagirais aussi à la question. Sans dire si le cadre législatif est trop ou pas assez, je pense qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être traduites dans un texte juridique, dans une loi. On mentionnait tantôt la valeur de mieux-être qui entoure la question du patrimoine. Ça, je pense qu'on ne pourra jamais le retrouver dans un texte législatif. On aurait beau chercher à le baliser des meilleures façons, on n'y arrivera pas. Donc, je pense que c'est un strict minimum, si je peux dire, la question législative. Ensuite, c'est comment ça se traduit. Et donc, pour moi, on n'arrivera jamais à saisir toute cette dimension puis toute la richesse qu'amène la question du patrimoine. Claudine faisait référence à la valeur économique, la valeur de mieux-être, la valeur de plaisir qu'on associe justement à la promenade dans un quartier ancien ou en tout cas ou à côtoyer des éléments de patrimoine bâtis ou autres, peu importe. Je pense que cette dimension très affective et va au-delà de la question législative. Donc, pour moi, c'est très difficile là, à dire est-ce que oui, c'est assez ou c'est pas assez. Je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Ben merci, ça porte à réflexion effectivement. Ici, j'ai une question dans le chat d'Éric Saint-Louis qui demandait donc, dans les 20 dernières années, on a pu constater une montée de la sensibilité collective face à la notion de patrimoine, et bien heureusement, il est mis entre parenthèses. Avec cette ascension, nous avons été à même de voir les catégories et types de patrimoine se multiplier, allant des édifices institutionnels jusqu'au patrimoine industriel. Donc, dans les derniers 5 ans, on voit une plus grande sensibilité pour le patrimoine usuel, donc résidentiel. Comment voyez-vous l'avenir de ce secteur du patrimoine dans les années à venir et avec le besoin urgent de densifier la trame bâtie afin de ralentir ou éviter l'étalement urbain? C'est complexe. Je ne sais pas qui veut commencer. Parler d'étalement urbain. Je peux peut-être y aller. C'est une question qui est d'actualité. C'est sûr qu'il y a une tension, je pense, dans certains quartiers où il y a une valeur foncière qui suscite justement des projets de redéveloppement qui sont d'autres gabarits, d'autres formes, qui sont en rupture avec ce qui est là. Je pense qu'il faut qu'on trouve les moyens pour gérer ces tensions-là. On les a peut-être pas. Mais la question du patrimoine, on l'a appelé patrimoine de proximité, peu importe le nom qu'on lui donne. Là, je pense que c'est patrimoine usuel, je pense que c'est le terme qui avait été utilisé par la personne qui a posé la question. Je pense que c'est une question, chacun faut s'impliquer par rapport à ce patrimoine-là. On mentionnait l'entretien, il faut le faire connaître, il faut le fréquenter aussi. Il faut être attentif aux enjeux quand ils sont posés dans l'espace public. Il faut être présent dans le débat et dans le discours. Donc, je pense que ça interpelle notre rôle en tant que citoyen aussi. Donc, voilà. Voulez-vous renchérir? Moi, j'ajouterais qu'on associe beaucoup conservation du patrimoine au développement durable, puis on a parlé abondamment dans cette conversation de qualité de vie. Les tensions, il y en aura toujours, je suis absolument d'accord avec Mathieu. Et l'atteinte des objectifs du développement durable au sujet de l'équité, puis de la question du climat et d'autres, c'est pas une recette.
Donc, il faut toujours sous-peser, il faut toujours faire des sacrifices pour le plus grand des bénéfices. Et je crois que, par contre, le bâti résidentiel offre déjà des solutions qui sont durables. Je pense à des quartiers montréalais où des rangées de plex qui, d'ores et déjà, ont été transformés en logements intergénérationnels. Et cette densité-là, et cette manière de construire-là, s'est avérée pérenne et profitable au fur et à mesure que la société et les structures sociales ont évolué. Donc, je pense qu'à chaque fois qu'on va avoir un questionnement sur la densification ou pas, il faut penser à tous ces aspects qui sont liés à ce qui caractérise un milieu de vie. La fréquence des visites par la police, les servitudes, les services publics, les infrastructures, etc., pour voir finalement dans une décision où des scénarios sont possibles, comment l'existant peut jouer un rôle. Je pense qu'il faut connaître aussi et observer l'existant et sa contribution sur tous ces rôles potentiels. Il n'y a pas de solution unique finalement, il n'y a pas de recette. Tout à fait. Et peut-être que je veux revenir, je vois le temps filer, on a tellement de questions, mais je veux revenir justement peut-être sur quelque chose que Frédéric avait mentionné. Pierre-Olivier Gay qui pose la question. Donc, Frédéric, vous aviez indiqué que l'éducation et la sensibilisation sur le patrimoine pour les élus municipaux et aux citoyens est primordiale. Avez-vous des exemples de formes d'éducation et de sensibilisation? Ben, en fait, nous, notre projet à Passerelle à la base, c'était d'organiser un festival du patrimoine où on mêlait vraiment les disciplines puis les méthodes d'interprétation. Donc, on essayait d'intégrer le plus de citoyens possible, le plus d'acteurs possible pour venir échanger sur des questions, mais de manière plus informelle, ludique, plus festive. Donc, on espérait comme ça à susciter l'intérêt et sortir des carcans qui sont strictement professionnels et universitaires. Donc, parler de patrimoine, mais d'une autre façon. Donc, c'était un peu ça la base de notre projet initialement. Et ben, c'est ça, on a développé toutes sortes de types d'ateliers, de formules pour aller chercher l'intérêt. Et récemment, on a commencé aussi à faire des cours dans les écoles secondaires. Donc, on parlait plutôt de l'éducation, mais c'est d'intégrer ces notions-là jeunes, finalement, parce que, en tout cas, pour ma part, j'ai entendu parler de patrimoine au bac, puis je pense que dans la formation d'un citoyen, ça serait important d'en entendre parler plus tôt dans la formation académique, là, même voire au primaire, d'intégrer le vocabulaire puis les notions de patrimoine jeune. Donc, on travaille là-dessus en ce moment, à développer des formations qui visent à susciter l'intérêt des plus jeunes aussi. Donc, c'est notre Claudine. Je voulais applaudir. Avez-vous quelque chose à dire? Peut-être, effectivement, vous l'avez effleuré un peu, mais justement, du point de vue de la sensibilisation des élus, spécifiquement, oui, à ce festival que vous aviez mis sur pied. Comment est-ce que vous faites cette sensibilisation-là concrètement auprès d'élus, si vous le faites? Mais pour l'instant, on n'a pas encore eu l'occasion de donner des formations ou d'aller vraiment parler avec les élus. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on voudrait faire. Par contre, ben, c'est ça, ça se fait à travers des événements, ça se fait à travers toutes sortes d'activités de consultation, susciter, ben, c'est ça, inviter les élus, chercher à leur parler directement. Les considérer comme des citoyens aussi qui ont leur propre intérêt, mais qui peuvent être intéressés par le patrimoine, puis après ça, le diffuser, en fait, dans le conseil municipal. Donc, il n'y a pas vraiment de formule, mais on essaie d'amener ça de manière plus ludique. Lindsay, peut-être oui. en réponse aussi, nous, de notre côté, on a développé une activité conjointement avec Héritage Montréal où on offre des formations aux employés municipaux en arrondissement, aux élus de ces arrondissements-là et aux membres de CCU sur les enjeux de patrimoine. Enjeux de patrimoine de façon globale, mais aussi sur leur réalité en arrondissement. Donc, on offre ces formations-là. Donc, on n'a pas complété le tour des 19 arrondissements, mais on y va bon train, là. Ah, super.
Puis peut-être si on peut élargir la conversation, on a ici Simon Messa dans les commentaires qui a parlé donc d'une situation qu'il vit à Bogota. Donc, il dit aujourd'hui à Bogota, on vient de démolir un ancien monument aux héros de l'indépendance. Il y a le métro, qui est un métro aérien, qui passera par le site et a besoin du terrain. Donc, des voix de très haut niveau se prononcent, défendent et critiquent cette démolition. Ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Donc, comment profiteriez-vous de ce moment pour sensibiliser les habitants sur l'importance du patrimoine et d'une nouvelle vue sur le bâti? Ben, ce n'est pas une question qui est facile à répondre dans un contexte, là. Et, ben, je pense que les cas de controverse en patrimoine ça augmenteront finalement au cours des prochaines années. Je pense qu'on a bien vu qu'il y a une légitimité reconnue et qui a été en retard finalement à être reconnue des perspectives multiples. Ce sont des conflits de valeurs qui sont décrits par cette question-là finalement et comment gérer ces conflits de valeurs, ben, je pense que c'est aussi un autre des enjeux du patrimoine parce que plusieurs voient laquelle est celle de la raison. Donc, la question de la mise en valeur et de l'interprétation du patrimoine devient à ce moment-là cruciale. Je suis tellement consciente que je ne réponds pas à la question parce que bon, c'est quand même une qui est complexe, mais je pense que, encore une fois, la pire chose qu'on peut faire en patrimoine, c'est un peu comme dans la crise climatique, c'est de ne pas en parler. Et donc, du moment où on en parle, où il y a une discussion, ben, ça a un effet de sensibilisation. Et ça se rattache à la question précédente. Et je pense que ces discussions-là, ben, c'est sûr que je vais dire qu'elles sont légitimes, mais il y a une façon de les mener, bien entendu. Mais il ne faut pas avoir peur de dire son opinion dans ces circonstances-là. Quelle que soit la tribune qui soit offerte. Parfois, c'est simplement écrire une lettre à son député ou à son responsable. Tout à fait. Et je pense qu'on a effleuré un peu, on en a parlé parfois là, de cette dimension-là au courant du midi. Mais il y a Émilie qui posait une question qui disait « J'aimerais avoir votre point de vue ou vos grandes idées sur l'articulation du patrimoine paysager qui peut parfois être lié à des pratiques moins souhaitables aujourd'hui avec les impératifs écologiques actuels. » Donc, est-ce que vous voulez parler un peu plus en détail de ces impératifs-là dans le paysage? Ben, peut-être pour me lancer, la question du patrimoine, on le dit depuis le début, ça se décline de différentes façons. Je pense que la question du patrimoine, la diversité écologique interpelle une dimension patrimoniale d'une certaine manière. Donc, tout ça étant interrelié, je dirais, je pense qu'il faut s'assurer que quand on pose un regard sur un enjeu de paysage, comme je le disais, c'est que d'avoir en tête l'impact que ça peut avoir sur autant les milieux naturels, les milieux bâtis que le paysage urbain, là, au sens où je l'entends. Pour moi, c'est pas la question du paysage ne peut pas se décortiquer en petites bouchées ou en petits éléments. Pour moi, c'est quelque chose qui forme un tout. Donc, j'ai beaucoup de difficultés à dire il faudrait aborder ça de telle façon. Je comprends. Mais pour moi, la question du paysage, ben, rapidement, c'est pas juste de la nature, c'est une échelle plus vaste de patrimoine qui met en jeu des gens, des comportements, des lieux, oui, bâtis, physiques, aménagés, des pleins, des vides, si on pense autant à des paysages qui comportent des dimensions naturelles que culturelles. Et quand on agit là-dessus, quand on intervient sur cette échelle plus vaste, eh bien nécessairement, notre geste peut avoir un impact un peu comme un effet domino. Donc, je pense qu'il faut réfléchir à l'intervention sur un paysage
pris dans le sens le plus vaste possible, c'est-à-dire naturel, culturel et même urbain. Je suis d'accord qu'on devrait penser à paysage en association avec l'urbain. Donc, pensez à cette intervention-là comme ayant des ramifications qui peuvent être très positives, là, ceci étant dit, mais je pense qu'il faut les saisir dans leur globalité et leur. Ben, merci beaucoup. Merci pour vos échanges. Je vois malheureusement l'heure filer. Donc, je vais vous laisser conclure aujourd'hui. Désolée pour les questions qu'on n'a pas eu le temps de répondre, mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Lindsay. Puis, je réitère notre très sincère remerciement à nos trois panélistes, donc Claudine Déhomme, Mathieu Payet-Amelin, puis Frédéric Gagné-Thibault. Merci beaucoup de vous être libérés c'est midi. Puis, merci à tous les diplômés, toutes les personnes qui se sont connectées. Malheureusement, on ne pouvait pas se voir, mais bon, ici à Montréal, au Québec, le printemps approche, puis ça sent l'assouplissement des mesures sanitaires. Donc, j'espère qu'on pourra aussi bientôt passer à un mode présentiel puis se voir en personne. Ça va nous faire du plaisir. En gardant peut-être le distanciel pour pouvoir se connecter, par exemple, avec des collègues, des amis à Bogota ou ailleurs dans la planète. Donc, ça nous fera beaucoup de plaisir. Donc, merci beaucoup. Merci au réseau des diplômés et des donateurs et tout particulièrement merci à Lindsay et Dora pour toute l'organisation derrière cet événement, cette activité vraiment très appréciée. Et puis, pour avoir votre opinion sur ces dîners de causerie, nous partageons à l'instant dans la section de clavardage un petit lien vers le court sondage que nous vous invitons à répondre. Il va nous servir à planifier d'autres activités puis à améliorer les formules. Merci pour toutes vos questions, pour tout votre intérêt. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et au plaisir de vous recroiser bientôt dans le virtuel ou dans le présentiel. Alors, merci beaucoup.